Dans le cadre de nos débats X, intelligence au pluriel, l'intelligence artificielle et nous, nous allons converser autour de la table avec mes amis Hamid, Daniel Philippe, Stéphane, Constantin et moi-même Serge, qui vais animer cette conversation débat. Donc, la thématique sera pour cette conversation intelligence artificielle, désinformation et information. Comment discerner le vrai du faux? Mes amis, la première question de cette conversation sera, si les livres disparaissent, si l'intelligence artificielle, ou plus précisément, si chaque intelligence artificielle n'a qu'une source d'information, où sera, dans la diversité, l'assurance que nos informations soient sérieuses? Qui veut ouvrir? Sérieux, c'est-à-dire objective. Oui, objective. Alors, est-ce qu'un Soit roman, juste et authentique. Juste et authentique. est-ce qu'un roman est quelque chose d'objectif? L'intelligence artificielle est capable de pondre des romans maintenant. Elle est même capable de pondre des thèses. C'est des bouquins assez impressionnants. Euh, Oui, elle est capable, a priori, de fabriquer une forme qui ressemble à une thèse, mais avec pas forcément une conscience qui est derrière la thèse qui apparaît écrite. oui, alors ça nous amène, nous aussi, en tant qu'humains, à nous dire est-ce qu'on est capable de donner un texte un peu plus que simplement notre cortex intellectuel en train de répéter ce qu'il sait et plus ou moins de travailler en singleton, justement de connecter notre cortex intellectuel avec notre cortex émotionnel, voire avec notre cortex corporel ou nos cortex, pour que commence à y avoir une émotion. Presque pouvoir écrire dans la thèse, moi qui ai vécu ceci, cela, je vous invite, mes lecteurs, à comprendre que à travers telle expérience, par exemple, et non pas simplement un message ouaté que ChatGPT peut copier. Je voudrais aussi parler du livre-objet en tant que tel. La disparition du livre-objet, du livre papier. Est-ce que ça va pas être difficile pour certains? On sera que dans du tout numérique. Si un jour nous sommes que dans du tout numérique, disparition totale de cet objet, le livre. Ben, il y a tout un système de codage et de décodage qui à la fois qui apparaît sur le support et en même temps, ça veut dire aussi des personnes qui sont enseignées, éduquées d'une certaine manière pour pouvoir lire et écrire et comprendre ce qui est écrit sur un support, qu'il soit papier ou numérique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un support papier et un support numérique? J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités de combinatoire. C'est-à-dire que la combinatoire est plus facile, elle est plus rapide. Mais est-ce que ça change vraiment l'essence et le rapport entre le lecteur et l'auteur? C'est toute la question, à mon avis. La question centrale, c'est la question de l'auteur. Où passe l'auteur dans cette transition entre un monde où ce sont des personnes physiques qui, quelque part, racontent leurs expériences au travers d'un média dont on peut se saisir, et puis un monde dans lequel finalement on a une troisième on pourrait dire presque une troisième espèce qui va générer des formes qui certes constitueront des récits, mais qui seront pas forcément, qui seront des compilations d'expériences existantes déjà formulées, mais qui seront peut-être pas des expériences vécues au sens où une conscience artificielle ne vit pas ce qu'elle raconte. En tout cas, pas de la façon dont un humain vit dans son corps incarné Dans ces émotions, oui. et dans ses Mais émotions. alors, Serge, est-ce que tu peux reformuler peut-être ta question au regard de la question initiale, c'est-à-dire donc Oui. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Mhm. à partir de l'intelligence artificielle, parce que je suis pas sûr de pouvoir te répondre en réfléchissant.
C'est la disparition des livres, si je relis la question, là. C'était si les livres disparaissent, si l'intelligence artificielle, ou plus précisément, si chaque intelligence artificielle n'a qu'une source d'information, Ah oui. où sera dans la diversité l'assurance que nos informations soient sérieuses? Et oui, Et je vous parlais forcément. après de l'objet livre en tant que tel. D'accord, d'accord. Il est vrai que quand on y pense, on se dit, ce qui apparaît dans un dictionnaire, c'est vrai. Enfin, donc la source est vraie, donc l'information est juste, elle est sérieuse, elle est objective, elle est acceptable, elle est pour nous tous. Mais si jamais il y a plusieurs intelligences artificielles qui donnent chacune leur définition, là, qui nous soyons, on est un peu perdu. On se dit, mais qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est vrai, on vient sur la question initiale, dans ce que nous offre l'intelligence artificielle qui a tel ou tel créateur, tel ou tel directeur de pensée derrière l'intelligence artificielle. Ça dépend surtout de la manière dont on l'alimente. Si on l'alimente avec tout et n'importe quoi, j'imagine que, à part si elle est éduquée et enseignée pour justement converger vers euh, des informations qui sont validées, à ce moment-là, on pourra imaginer qu'elle a une certaine, on peut lui accorder une certaine confiance. Et puis peut-être qu'il y aura plusieurs types d'intelligence artificielle. Certaines seront considérées comme fiables, d'autres moins, d'autres peut-être dans un domaine spécifique, ce seront des experts reconnus parce qu'on les a fournis avec des données d'experts qui ont été validées en relation avec du réel. Et puis, à mon avis, on va avoir une vraie diversité d'intelligence artificielle. Toute la question, ça sera comment nous, humains, avec nos capacités peut-être limitées, de combinatoires limitées, comment pourrons-nous nous repérer dans cette jungle de machines qui vont produire des signes. Mhm. Euh, et par contre, ce qu'on voit actuellement, c'est que quand on se met en relation avec ces IA, pour moi, la problématique, c'est que euh, elles peuvent se tromper, mais tout en sachant pas qu'elles se trompent. Hmm. Et puis, elles répondent toujours, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas, par exemple, dire je ne sais pas. Elles sont Oui, programmées oui, oui, oui. pour savoir. Or, Oui, elles ne savent la pas si parce base, qu'elles sont voilà, modérées. voilà. Donc, ça fait partie des difficultés C'est- actuelles. Alors, Cela dépend donc de l'usage, Oui, tout simplement. Donc du contexte et des humains qui sont derrière l'outil. Donc c'est tout. oui. Par la suite, nous avons bien sûr l'outil comme amplificateur de connaissances, donc il y a positif, et l'intelligence artificielle comme amplificateur de faire, comme on dit, de la manipulation. hmm, On entend que tout dépend de l'usage qu'on fait. Donc nous avons deux cas de figure, et le positif et le négatif. Dans le positif, vu la possibilité de traiter des volumes Voilà, conséquents, c'est comme donc l'intelligence artificielle peut nous aider à faire pas mal de choses, à traiter, à comparer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans le cas contraire aussi, ça amplifie, comme on dit, ce qu'on vient de dire, donc les fausses informations, la manipulation, les fausses, ainsi de suite. Elle imite des vidéos, elle imite oui, ouais. Oui, puis il y a tout un il y a problème tout un problème. d'économie également, Voilà. de reconnaissance. C'est-à-dire si on a un système qui est quand même basé sur la reconnaissance par les pairs, par exemple d'experts, et donc on valide par, comment dire, de façon générationnelle, par exemple, ce qui est valide dans tel domaine ou dans telle discipline, par le test, par l'expérimentation, mais aussi par les pairs. On sélectionne finalement les expériences qui sont les plus
les plus bénéfiques pour l'humanité dans son ensemble. Et là, si effectivement on n'a plus ce processus de contrôle et de sélection positif, bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une difficulté pour le futur, c'est-à-dire une Oui. difficulté à s'orienter et à naviguer dans une quantité d'informations colossale que permet justement l'usage de ces outils, de ces technologies. Donc il est donc nécessaire de construire pour moi un navigateur, c'est-à-dire un navigateur, éclairé éthiquement qui permet, de réguler ces machines qui évidemment positivement peuvent apporter beaucoup de bien, mais peuvent aussi, être Alors, utilisées. justement, parce que souvent on a tendance à penser il faudrait Mmh. un navigateur, il faudrait un contrôleur éthique, il faudrait, mais Sans préjumer de son attends, architecture, hein. je pense qu'il est important de positionner l'être humain que nous sommes face justement à ce que disait Hamid quand on a justement une totale fausse information, mais qui est déguisée en totale vraie information. Ah, on ne sait pas. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de penser des exemples concrets. Il y a eu un YouTuber qui est invité sur son plateau il y a quelques mois déjà, on est en 2026, au moment où nous parlons. Euh, il a invité quelqu'un qui était un platiste, soutenant que la Terre est plate. Oui. Bon. Et il lui pose des questions. Mais alors, vous nous dites que vous pensez que la Terre est plate, mais quel est votre argument? Et il dit, bah, moi je suis maçon, alors il n'est pas forcément franc, mais il est maçon, et il dit, voilà, j'ai pris un mètre avec un niveau dessus, je l'ai posé à un endroit donné, voilà, j'ai regardé sur ma carte, si je roule en voiture pendant 10 km, 100 km, là il a divisé 100 km par 5, et je m'arrête, et je repose à chaque fois mon mètre, et j'ai pu vérifier qu'à chaque fois, le niveau est au niveau. Donc c'est vraiment sûr, la Terre est plate. Bon. Et donc, en fait, on est devant un processus, justement, qui parlait de modélisation. Oui, Serge, bah, la modélisation, on parlait de mathématiques, mais c'est ça. La modélisation mathématique, c'est aussi de se dire à partir de quelle distance l'information est fausse ou vraie. Évidemment, si son mètre n'était pas un mètre, mais un kilomètre, il se rendrait bien compte qu'à un moment donné, c'était des courbes. Oui, Mais là, il ne peut pas s'en rendre compte avec un mètre d'un mètre par rapport à la taille immense de la Terre. Donc la problématique, elle est comment éduquer, à mon avis, dans l'autre sens par rapport à ce que tu disais, Stéphane, éduquer la plupart des gens à comprendre que c'est pas j'ai l'expérience de, c'est quel est le postulat sur lequel je pose mon expérience pour qu'elle soit non pas absurde, mais sérieuse, pour qu'elle soit pas forcément fausse, mais qu'elle puisse être vraie. Dans la question, c'est surtout l'idée de la source d'information. Si les livres disparaissent, où l'intelligence artificielle, où pouvons-nous nous assurer que cette source d'information soit juste, soit authentique? Ben, moi, je pense que c'est dans notre intelligence individuelle, pour pas être manipulé, justement, tu parlais, ami, de manipulation, mais ça, pour n'être pas manipulable, il nous faut avoir comme source d'information la cohérence logique. Déjà, si on me dit que la Terre est plate, tous les satellites nous montrent qu'elle est ronde, ils ne sont pas quand même tous faux, donc je vais essayer de vérifier, mais je ne vais pas vérifier avec un mètre, niveau sur un mètre, peut-être un kilomètre. Pardon. Je voudrais peut-être interagir avec, pour le coup, on parle de livres, hein. Oui, Clairement, on parle tout à l'heure, enfin, on parle depuis tout à l'heure quelque part des livres scientifiques. Tout à l'heure, on parlait de romans, de fiction. Ah, dans une fiction, peut-être rien n'est vrai, même peut-être parfois c'est complètement farfelu. Donc, je pense aussi dans le fait de présenter l'information à l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle s'alimente d'informations qui sont diverses, hein. Des romans, des fictions, des films, des tentatives en tout cas en fait, éléments de science-fiction peuvent être considérés comme des éléments imaginaires et qui n'ont pas de justesse à part la manière dont on essaie de les présenter. Alors que les éléments scientifiques tangibles de référence qui
sont associées à des découvertes ou des preuves particulières avec des expérimentations, comme disait Stéphane. En fait, quelque part, il y a des catégories de livres, des catégories d'informations. Et ces catégories-là sont associées à des auteurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prouve qu'une information est vraie? C'est celui qui la présente. C'est celui qui en est le référent. Et aujourd'hui, tu peux pas dire, voilà, je coupe. Ce que je vois, c'est de l'astrophysique, etc. Un article dessus. Voilà. Si je connais pas l'astrophysique, je suis même pas en capacité de savoir si c'est vrai ou faux. Par contre, je vais voir que il y a tel astrophysicien ou telle astrophysicienne qui a rédigé ce document. Et là, pour le coup, je suis en capacité de peut-être me rapprocher de cette personne pour lui poser des questions, pour m'informer et pour être sûr que ce qui est dit est vrai. Euh, et je pense que c'est ce qui est important, ce qui va être de plus en plus important dans ce qui correspond à l'intelligence artificielle, c'est le fait de garder bien avec la référence, le référent de l'information. Parce que quelqu'un qui écrit un article, moi, Constantin Edamous, je, je rédige un article. On te réinvitera. Rédige un article. Cet article, je raconte des bobards. Par contre, bah, le problème, c'est que quelqu'un s'en rend compte. Je mets et quelque part, je deviens un faussaire de l'information. Et forcément, je mets en jeu quelque part ma fiabilité en tant qu'individu. Oui. Et je pense que peut-être aujourd'hui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais le jour où, numériquement, on devra signer de notre nom avec notre identité numérique, potentiellement, celui qui générera, entre parenthèses, du contenu poubelle pourra être banni, et donc banni de l'intelligence artificielle. Il y a déjà plusieurs réseaux qui bannissent les gens qui sont grossiers, qui sont ségrégationnistes, etc. Donc il y a quand même ce système et Ensuite, des gens. il y a l'aspect politique qui peut rentrer dedans, c'est-à-dire que potentiellement on peut être banni parce que on a des idées qui sont pas comme les autres, pas comme La celles des autres. majorité, voilà. Mais surtout, il y a un problème par rapport à ce que tu viens de dire. Ben, peut-être que tu auras Oui. des questions. La question, c'est, je reviens sur l'idée de la source, de la source d'information. Euh, qui va certifier cette source? Évidemment, Ouais. si les livres ont été publiés, bon, on va peut-être imaginer un grand data avec toutes les archives de ces livres dans lequel pourra piocher l'intelligence artificielle pour nous donner des réponses. Et puis dans d'autres cas, dans des cas où c'est des nouveaux auteurs, c'est des chercheurs, comment ça se passe? Et des faux chercheurs, peut-être aussi. Où va être piochée cette information? Cette assurance, cette garantie. Et c'est ce que tu dis m'amène, en prenant la manipulation dont tu parlais, Hamid, par rapport à ce que tu viens de dire, Constantin, il y a quand même en effet une erreur. Pour ce qui est d'un livre, je suis d'accord avec toi, c'est quasiment garanti. Mais par contre, un article, surtout que maintenant il y a plein d'articles, entre guillemets, qui apparaissent partout. Donc tu vois un article signé d'un personnage qui t'a l'air, qui pour toi est sérieux. Mais c'est un faussaire qui a fabriqué l'article. Aïe, aïe, aïe. Et donc ça décrédibilise l'auteur, le vrai personnage. En même temps, toi tu dis, mais ah bon, il écrit ça? Ou alors au contraire, tu n'as pas l'esprit critique parce que c'est un peu novateur pour toi et tu dis, ah, c'est vrai alors. Eh oui, donc c'est quand même dangereux. Et on C'est en une revient à la usurpation d'identité à ce stade-là. Bah oui, et mais tu en as plein dans les systèmes informatiques. Tu peux avoir. Et justement, d'où l'intérêt. on en revient à la disparition du livre. Donc parce que là, l'auteur est publié, donc on se réfère à la publication. Après, on peut critiquer la publication, mais au moins il y a une publication. Hmm.
C'est pas... Il y a aussi la possibilité très très facile avec le numérique d'amener des fragments entiers de texte à disparaître, ou même des films. Donc il y a une rapidité à la fois d'édition, mais il y a aussi une rapidité de destruction qui est intrinsèque à la qualité du média ou du support. Ce que tu dis, c'est est-ce Non, que... pardon, Oh, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, c'est vrai que tous les problèmes que nous venons de citer peuvent donc, surgir à tout moment et s'amplifier à des vitesses. Mais l'intelligence artificielle aussi, elle peut aider à vérifier les faits, à carboiser les Oui, tout à sources. fait. Enfin, Exactement, rapidement, aussi. elle aussi. Oui, oui, Donc, vous avez les deux. Il y a les deux contreparties. Voilà. Du moment que les faussaires ne cannibalisent pas le système. c'est ça. Oui. Voilà. Et qu'ils n'envoient pas 10 000 fois la même information. J'ai 40 000 personnes, 40 000 experts qui sont des faux experts, finalement. Oui, donc c'est là où on voit à la fois l'avantage d'un système ouvert, mais c'est aussi un grand danger Mais c'est la problématique parce de que la, s'il est de la pollué science. par des esprits malveillants, ça peut aussi générer d'énormes problèmes pour tout le monde. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. On est sur ce seuil où finalement il y a un peu de tout. Il y a à la fois des formidables gisements d'informations qui n'étaient pas du tout disponibles pour des experts il y a 30 ans, mais en même temps, il y a aussi des réseaux avec des mauvaises intentions qui se déploient aussi rapidement. Donc la question, à mon avis, c'est comment ce réseau est capable d'autogénérer une sorte de régulation sur la base d'une vérité qui sera toute relative en fonction des domaines. Donc c'est un problème compliqué à mon avis. Ce qui à mon avis, ramène l'humain quelque part au centre parce que c'est à lui comment dire ça, Discriminer, de critiquer, de critiquer Voilà. ou d'orienter discerner. son système ou sa création vers des buts qui ne sont pas forcément uniquement l'efficacité, mais aussi des problématiques qui sont politiques, des problématiques bah, on doit pouvoir dire bah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc il doit y avoir des relais pour que ça soit implémenté dans le système ou que le système lui-même s'implémente d'une certaine manière. Tu veux répondre, Nafi? Oui, parce que le début de ton propos m'a interpellé parce que quand tu disais enfin, l'intelligence artificielle peut retirer des morceaux d'un texte. Et Oui, c'est très grave. Si jamais je dis un tel, Ça sort du en contexte. prenant, mais je parle avec vous. Soudain, je dis, prenons un personnage monstrueux dans l'histoire, un tel a dit ça. Puis je le dis, et vraiment, pour lui, il avait raison. Ou alors, même, citation, un tel a dit ça, puis là, je cite, il faut tuer les, je sais pas, il y a des gens comme ça, comme ça. Quelqu'un prend uniquement dans tout ce qui s'est dit ce passage-là. A contrario, je dis une belle phrase intéressante, on la retire. Maintenant, ces deux cas de figure, je passe pour soit un niais, on va retirer bah, la belle phrase, c'est comme soit ça un que, monstre parce qu'on a gardé que c'est comme la. ça que la propagande fonctionne. Et les réseaux d'influence, ils fonctionnent comme ça. Ils prennent des extraits de, d'un interview, et Il puis sort du il le contexte. sort du contexte, et puis il le déforme pour orienter une idée et pour la marteler et influencer tout un groupe de population. Actuellement, c'est comme ça que les systèmes fonctionnent. Et Les alors systèmes ça de revient, propagande ça revient. développés sont maintenant automatisés et fabriquent des faux reportages, des fake news, Tout à fait. et voilà, donc on sait comment c'est constitué, fabriqué, on a les machines pour que ça génère ces informations. Donc la question c'est comment finalement s'organise une réaction étatique, voire supramondiale, qui permet de limiter ces pratiques. J'aurais plus envie de revenir sur la fin de ton propos d'avant, où tu en revenais, comme j'avais dit avant,
pas seulement penser qui pourrait être très puissant, peut-être une dictature, on ne sait pas, contrôler, là, là, là. Non, ce serait plutôt à dire, est-ce que nous, en tant qu'individus, on pourrait avoir des Alors, leviers motivationnels, oui, intellectuels, oui, pour ne pas justement être privé de notre esprit critique, pour ne pas tout à fait. être orienté ici, orienté là. Et c'est peut-être ça qui nous permettrait de distinguer le vrai du faux, en nous disant, bon, et même pourquoi devenir fou, parce que, en effet, ce qu'on disait un petit peu avant, Monsieur X dit ceci, on l'écoute, oui, puis après on écoute justement ce qui a été coupé ou retransponné ici ou là, Monsieur X dit cela, qui est le contraire de ceci. Entier en termes de logique, on devient fou. On se dit, bon, c'est un fou, celui-là, il parle au contraire du contraire. Alors qu'en réalité, il a un discours cohérent. Donc là aussi, comment nous ne pas devenir fous, comment nous axer, baser la cohérence des propos qu'on écoute en se disant, un peu ce que disait Constantin, c'est le référent, c'est quel personnage qui a, ce que disait Serge aussi, écrit des livres. Donc là, on a une référence sérieuse. Donc on se dit, bon, c'est vraiment ce personnage, il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a écrit partout. Donc, soit c'est un fake news, soit on a pris un morceau de ce qu'il disait, ce qui est à peu près pareil. J'ai peut-être une autre, parce qu'on reparlait de la disparition des livres. Oui. Quand un auteur ou une autrice décide de rédiger un livre, elle s'attend à ce que ses lecteurs le lisent, en tout cas si ce n'est pas de manière, en tout cas contiguë, en tout cas de le parcourir plus ou moins entièrement. Avec l'intelligence artificielle, tout à l'heure vous parliez du fait qu'on est en train de faire disparaître des parties du livre. Là, on est dans en tout cas, une conversation avec l'IA qui nous fait disparaître la majorité du livre, en fait, finalement. Parce qu'on a un système de questions et réponses. Oui, Et donc, finalement, qu'est-ce qui va motiver les auteurs, autrices à continuer à rédiger des livres en sachant que finalement, derrière, on ne fait que répondre à des questions. Oui, oui, c'est ça. il y aura peut-être la possibilité de demander à l'intelligence artificielle la totalité Oui, de l'ouvrage. c'est pour ça que je disais que Mais c'était intéressant d'avoir la référence du livre, le lieu précis, ça existe déjà, mais faut que ça reste, parce que finalement, justement, c'est ce qui permet de garder une certaine authenticité, ou en tout cas, ça permet de se référer, en tout cas, comme avant, hein, quand on citait des livres, on précisait les références. Je réponds à une question, j'insiste pour répondre et bah, je prouve, en tout cas, je m'appuie sur des références. S'il n'y a plus ça, bah, forcément, Mais ce que j'entends aussi, c'est surtout il y a l'effort de l'auteur. Ah oui, L'auteur, il met en route un effort pour finalement produire une œuvre. produire une œuvre, une expertise. Et donc, à partir du moment où quelque part on a une machine qui se substitue à l'auteur et forme des méta-auteurs à partir des différents auteurs, en tout cas de ce qu'ils ont produit, bah, finalement, c'est vrai que est-ce que ça va pas engendrer chez les personnes qui a des un auteurs, manque de, oui, des lecteurs, chez les humains, lecteurs et auteurs. une certaine paresse à investiguer un domaine. Ça, c'est peut-être un souci que l'on Débattre. pourrait adresser. Mm. Bon, On en avait un peu parlé dans un débat, justement, les gens ne vont pas être forcément démotivés parce qu'il y aura toujours des gens passionnés et des gens confiants dans la vie qui diront on nous casse, mais c'est pas grave, j'avance. Par contre, là, j'étais dans une interrogation par rapport à. par rapport à ce que tu dis, hein, c'est intéressant parce que des livres à compte d'auteur. Parce que bah, on ne peut plus, on est au 21e siècle, en 2026, on ne peut plus être publié souvent par des grands éditeurs. Pour les petits auteurs, qu'en sera-t-il de leurs œuvres, finalement, qui pourraient disparaître? Enfin, est-ce que c'est une question que j'amène. Bah, à mon avis, si tu es une sorte de Balzac, sans peser 120 kilos quand même, mais
C'est-à-dire quelqu'un qui produit énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu restes dans l'histoire. Oui, oui, mais c'est Oui, mais aussi le risque. il disparaît. C'est le risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fabrique une intelligence, comment dire, qui quelque part, au bout d'un moment, va se normaliser à partir du moment où elle aura accès à tous les livres, mettons, de la planète, forcément, à un moment donné, elle va produire une vérité qui sera le résultat de l'ensemble des livres. Et donc, j'imagine qu'elle aura du mal à produire plusieurs vérités. Elle va produire une vérité qui sera normée. Et donc qu'est-ce qui va se passer si ça devient la référence? À partir du moment où on aura, mettons, un humain qui produit des propos quelque part complètement divergents ou originaux par rapport à cette norme, ce qui risque de se passer, c'est que finalement, sa voix ne sera plus portée, elle sera exclue et il sera, pour le coup, banni. Tu avais pris ce terme, le bannissement. En fait, le bannissement deviendra un bannissement quelque part culturel ou un bannissement, une mise à la marge des Mise à la mort. Constantin qui veut prendre la parole. Vous avez la parole à Constantin. Oui. Et en fait, je pense que je vais introduire une autre question, mais c'est la... Il y a certains textes, surtout les textes classiques, qui sont intemporels. Or, la science, l'informatique, les métiers techniques sont soumis à une temporalité et à en tout cas des textes ou des textes de référence qui deviennent caducs à un moment. Donc, potentiellement, cette temporalité, qu'est-ce qu'elle devient lorsque on met tout, mixe tout en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas des textes, justement, des auteurs qui risquent pas de disparaître tout simplement parce que leurs œuvres sont trop vieilles, hein? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est s'il y a des archives, un data source, toutes les archives, c'est forcément possible, on pourra les piocher dans cette grande bibliothèque. Je pense, si je regarde un peu l'intelligence artificielle du côté mathématique, parce qu'elle est fondée sur les mathématiques. L'intelligence artificielle, elle prend un mot, un texte, donc elle prend les mots du texte, elle les transforme en nombres. Un mot, ça va être un vecteur de nombres. Ce vecteur de nombres, par la suite, l'intelligence artificielle, elle va le manipuler mathématiquement, parce qu'elle a fait maintenant des vecteurs. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Ces vecteurs-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Bon, là, c'est mathématique, elle calcule ce qu'on appelle les produits scalaires pour avoir une direction. Donc, puis elle compare, elle fait des comparaisons. Elle va voir donc, les similarités. Donc, quand on trouve un produit scalaire positif et de valeur assez grande, on va dire que ces deux mots-là sont similaires. Par exemple, on peut trouver le chat et le chien qui se placent dans une région donnée, proche. Par contre, la voiture et le chien dans votre espace, vous allez trouver quelque part ici et la voiture là-bas. Donc, l'intelligence artificielle, donc c'est comme ça qu'elle, donc par la suite, elle estime, elle donne un poids à ces éléments-là, donc une probabilité, puis par la suite, elle va faire une prédiction pour dire si c'est ce mot-là qu'elle va placer à ce niveau ou c'est ce mot qu'elle va placer dans un autre niveau. Et en manipulant des milliards et des milliards elle a appris des milliards Cherche de le mot mots, qui suit. le mot qui temps, suit en à fonction de partir. tous les autres mots qu'elle a. Voilà. Exactement. Donc, il n'y a pas d'émotion. Ah oui, Tout ça est je pense mathématique. Il faut bien séparer ce qu'on a dit, c'est-à-dire le questionnement on va questionner l'intelligence artificielle et la référence livre où on va pouvoir aller se référencer dans le livre. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si on laisse l'intelligence artificielle s'occuper de tout, hein, d'un texte, des textes, elle produit des... Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être dans la répétition. Si vous prenez un texte entièrement écrit par l'intelligence artificielle, beaucoup de textes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des répétitions parce que c'est mathématique.
elle, elle a tendance à prendre des mots qui reviennent assez souvent. Donc, il va y avoir donc quelqu'un qui a l'œil, il peut se rendre compte que ce texte-là, il est neutre. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas de ceci, il y a de la répétition. Donc, on peut avoir Oui, une Des certaine indices. idée Oui, oui, oui. des indices de des fausseté. indices de fausseté. Ouais, ouais. En dehors du fait que nous avons dit tout à l'heure, normalement, il faut toujours confronter les faits, ceci, Oui. cela. Là, déjà le texte en Il faut lui-même. expérimenter Ok. et vérifier. Donc, je pense que l'humain, moi, je pense que l'humain doit être toujours derrière. Tant Devant, qu'il le peut, oui. devant, Bon, Voilà. alors, juste, excuse-moi, avant que tu poses une question suivante, mais Oui. juste une petite réflexion par rapport à ce que tu nous dis, Hamid, parce que, en effet, bon, cette algèbre vectorielle, cet alphabet numérique qu'on utilise tout le temps, ça donne ce que tu viens de dire, le risque de fausseté, le risque de. Mais moi, ce qui me paraît le plus grave, je vais vous citer un exemple, c'est la transformation à partir de normes déjà établies par l'intelligence artificielle d'un texte. Alors, je vous donne un exemple tout à fait concret. Ma compagne, à un moment donné, me téléphone récemment et elle me dit, alors, quelles sont tes activités du moment? Je lui dis, je suis en train de travailler sur un texte, c'est une citation et elle est trop longue. Donc, pour un prochain livre, donc, comment, comment la diminuer? Et elle me dit, oh, c'est simple, envoie-le-moi avec ChatGPT, ce sera. Ben non, avec ChatGPT, je lui dis dès qu'elle me l'a envoyé, mais non, déjà les premiers mots ont été changés. Et c'est une citation, j'ai pas le droit de changer des mots, j'ai le droit d'en retirer, entre parenthèses, 3 points, bon, mais je n'ai pas le droit de les modifier. Ah, ben donc ça nous montre bien que là, on est dans la fausseté immédiate du système qui ne prend pas en compte, je respecte une structure, mais qui prend en compte l'implémentation première de ceux qui l'ont fabriqué. Donc, La deuxième question, elle va dans ce sens-là. La deuxième question que je vais vous poser, mes amis, et Hamid l'a un peu défloré, si j'ose dire, anticiper. anticipé. Donc, comment distinguer les informations vraies ou fausses quand des individus mal intentionnés les disent ou les écrivent? Comment nuancer ce qui fut vrai dans un micro-domaine donné et faux dans ce qui intéresse toute l'humanité aujourd'hui? Oui, non, tu as raison, parce que on pense Albert Einstein. Ben, justement, il a peut-être, quand il était jeune, été un bébé qui disait areux, areux. Et on va pas dire Einstein, c'est areux, areux. Il a peut-être été, je ne sais pas quel ou tel petit métier, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le grand chercheur extraordinaire. Et donc, en effet, il y a un séquençage dans le temps. Et c'était vrai à un moment donné, et c'est plus vrai à un autre moment donné. Euh, Ça me rappelle, bon, c'est très bizarre. Un jour, j'ai un ami qui me téléphone en me disant, concernant Einstein, j'ai lu dans sûrement ces réseaux où tout le monde peut écrire n'importe quoi, système ouvert, euh, Albert Einstein n'est ni chercheur ni physicien, ni rien. En fait, il s'appelle Bébert Einstein et c'est lui qui charge les poubelles une fois par semaine devant chez moi. Je dis, mais comment des gens peuvent écrire de telles âneries, mais parce que ils sont dans leur monde à eux, peut-être qu'il y a vraiment un bébé Einstein. Mais le gars, ou la fille, je sais pas, l'individu qui a écrit ça, il est plongé dans sa réalité, il n'est pas dans l'objectivité, tu l'as évoqué, mais justement, plus large. Et là, on est dans un autre domaine, le domaine des réseaux sociaux, du clic. Donc, on veut du clic, donc on va buzzer, entre guillemets, on va donner une information qui buzz, mais qui est fausse, simplement pour du clic. Et on va perdre les gens. Donc, et l'intelligence artificielle, bon, est-ce qu'elle va récupérer ces données-là? On espère que non. C'est bien des données authentiques, mais elles sont inutiles, inutilisables. Ah oui, bah Oui, oui. moi, ça me fait penser un peu au cycle de validation. C'est-à-dire, par exemple, quand on a construit des avions, au début, les personnes observaient les oiseaux, Ah ils oui. en enféraient des lois générales sur la surface des ailes, les profils d'ailes. Puis petit à petit, on a commencé à mettre toutes ces relations en formules, en calcul.
Et puis petit à petit, on a commencé à réaliser des modèles, avec les premières machines informatiques. Et puis finalement, on s'est bien aperçu au bout d'un moment que s'il n'y avait pas une boucle de rétroaction entre le modèle conçu et l'expérimentation à partir de maquettes ou d'engins réels, finalement, le modèle s'autonomisait et fournissait des résultats qui étaient faux. Et donc, à mon avis, c'est un peu la même chose pour l'intelligence artificielle et pour la question de la vérité ou de la fausseté. C'est finalement, à partir du moment où on est dans un domaine, on peut garder cette boucle de validation entre la réalité, par exemple, de ce qui est testé et puis le modèle qui est créé par l'IA. Mais si l'on ne prend pas cette précaution d'avoir toujours un retour sur le réel, quel qu'il soit, et avec un processus de validation, ben, on risque d'avoir la même chose que pour les modélisations en aérodynamique, où finalement on voit qu'à un certain moment, ça décroche. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait concevoir un modèle qui tourne sur l'ordinateur, mais qui n'est pas du tout le reflet d'une réalité testée et validée dans le réel. Et bon, je pense que le risque est peut-être aussi là, c'est-à-dire comment, comment on garde un peu une, une maîtrise sur la créature que l'on a créée, sachant qu'au niveau calculatoire, elle est beaucoup plus efficiente que nous, elle est beaucoup plus rapide, elle est 10 000 fois plus rapide que nous, et donc voilà, c'est comment réussir à rester dans la boucle. L'intelligence artificielle, elle ne ment pas par intention, intentionnellement. Voilà. Oui, oui, oui. Elle répète ce qu'elle C'est encore pire, parce que Voilà. ouais, ouais. c'est encore pire. Elle va mentir avec beaucoup de bonne foi. Ça, tout dépend. Elle va Et mentir surtout, vraiment. elle Elle va répond vraiment toujours. mentir. C'est ça qui peut être gênant, c'est qu'en fait, elle va continuer à fournir une réponse, même si elle n'a pas les moyens d'évaluer le degré de vérité de cette réponse. Moi, c'est un peu ça qui me gênerait. Qui me gênera. Ou peut-être qui Qui te gêne, sera. parce que c'est déjà le cas. Hein. qui Tu es sera- gêné. Non, Je ne sais pas comment les choses Si, vont si, évoluer. mais c'est je déjà le sais cas, pas. tu sais. Les histoires, on en a parlé ailleurs, des thèses. Alors, je me souviens, la première Ah oui. thèse qui a été construite, l'intelligence artificielle donnait plein de référents. Je dis, ah oui, c'est génial. Mais en fait, on découvre que c'est des référents bidons qu'elle a créés. Oui, alors oui, en fait, Ah. en fait aussi, la Bah oui. ChatGPT, pour ne pas le nommer, il met les bons articles, par exemple, pour étayer un article qu'il constitue, sauf que les noms des articles sont bons, mais pas les auteurs. C'est-à-dire, il mélange, Ah oui. il donne les bons articles, mais pas avec les bons auteurs. Donc, il mélange les auteurs et les articles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on constate, mais j'imagine que petit à petit, ce genre de problématique va s'arranger. mais ça, C'est un process. mais ça, ce n'est pas de la désinformation. La Euh, désinformation, parce que Oui, c'est pas dans des Oui. informations. quand nous avons l'intention de tromper les gens. Oui, alors oui. Par contre, là, ça peut être des erreurs, ça pourrait être ce qu'on appelle aussi la misinformation. Oui, oui. C'est-à-dire, on peut se tromper sans le vouloir, croyant que c'est correct ce qu'on dit, tout dépend. Donc, Oui. par contre, la désinformation, il y a une stratégie. Il y a une stratégie derrière. Pourquoi on fait la désinformation? Oui. Tout à l'heure, on a expliqué Oui. sur le plan politique pour, je ne sais pas, Bah là, on voit ça en ce on moment voit sur les ça réseaux sociaux. pour influencer une élection, par exemple. Voilà. Sur le plan de la finance, pour vendre un produit. Mm. Sur le plan idéologique, pour discréditer un groupe, ou je ne sais pas, imposer une doctrine. Donc ça, c'est de la désinformation. Il y a une stratégie. Et il y a une IA qui est conçue dans cet objectif-là. Voilà. Elle prend les informations, les vraies informations, elle les compile, elle les oriente d'une certaine façon pour finalement influencer un groupe de personnes qui est ciblé. Mais ça, c'est des techniques de propagande qui ont été inventées, Là, qui ce ont qu'on été vient de dire, inventées, Amit, c'est qui ont été déjà... inventées, qui ont été inventées avant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont tout à fait
utilisée et implémentée maintenant dans le cadre de la cyberguerre moderne. Oui, Mais Donc voilà, donc là- bon, et comment on se dépatouille avec tout ces ça, c'est choses-là, on les compliqué. trouve surtout, ce sont les réseaux sociaux qui sont confrontés à ce genre de... Pas nécessairement les organisations comme les mieux à même de pouvoir résister. mettre en place des... c'est- Il y a aussi un autre côté. Il y a le côté, maintenant, tout à l'heure, tu parlais de la gouvernance. Sinon, ça marche. Là, à ce niveau-là, on se réfère dernièrement à ce qui s'est passé en Inde. Il y a eu une réunion, je pense, sur l'intelligence artificielle. Mhm. Ils ont discuté, il y avait des Américains, les Français. Apparemment, les États-Unis sont contre de faire ce qu'on vient de dire, cette gouvernance-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de puissance. Là, c'est autre Non, chose. ah oui, oui. Il y a un problème de puissance. Chaque État veut dépasser l'autre. Oui, oui. Les États-Unis se disent, attention, les Chinois ils sont derrière, ils vont pas tarder à nous dépasser. Donc, ils vont pas maintenant s'emmerder avec l'éthique, avec ce qui les intéresse, c'est d'être toujours Leader. leader. Et par conséquent, la rapidité prime sur la sécurité, par exemple. L'éthique, elle vient en arrière. On en a déjà parlé un petit peu et tu as commencé par en parler en disant qu'il y aurait qu'une seule intelligence artificielle, mais qu'il y aurait d'autres intelligences. Et Danfield aussi en a parlé dans un autre débat, des contre-pouvoirs d'intelligence artificielle. C'est- C'est-à-dire des groupuscules, enfin nous, toi ou moi, nous, avec Constantin, on monte une intelligence artificielle pour Pour ce que tu vas dire, ça va être répété, enregistré, déformé. non, par exemple, on va dénoncer telle intelligence artificielle qui, qui est On qui est dans la peut, propagande ou autre. on peut aussi espérer que les groupes humains sociaux ont une certaine norme de ce qui fonctionne bien pour le vivre ensemble et tout de suite, quelque part, repèrent alors pour le coup, les IA ou les groupuscules qui, quelque part, vont avoir une influence négative sur l'humanité. Même dans un groupe, dans une société de, je sais pas, 50, 100 personnes, tout de suite, on repère, en tout cas le collectif repère la menace qui est porté ou qui s'implémente dans un individu, et tout de suite, généralement, il est régulé sans forcément faire appel à la justice. Il y a quand même une, une sorte de conscience éthique qui s'auto-construit dans un groupe pour protéger ses propres membres. Hein. Donc, on voit ça sur les- comment dire, les malversations ou les dépassements de limites éthiques. On voit que, bon, à un moment donné, de tout un chacun de nous sait distinguer que tel comportement n'est pas bénéfique à la société ou qu'en tout cas, il est pas tout à fait à valoriser. Donc moi, je pense beaucoup à cette régulation, cette autorégulation des citoyens C'est ça. qui finalement verront que parmi tous les IA qu'on leur propose, bah, celle-là, je sais pas, elle est xénophobe, celle-là, C'est ça. celle-ci, bah, Mais c'est déjà on le peut, cas, on c'est peut déjà le s'y cas. fier, celle-ci, elle est bonne pour Tout à fait, c'est tel déjà, domaine. C'est Voilà, déjà le donc, cas. oui. C'est déjà le cas parce que quand on interroge une intelligence artificielle et qu'on a une réponse qui est farfelue, Mhm. on se pose déjà la question du vrai et du faux. Oui, La question de la confiance. Donc c'est ça. il y a un questionnement, on se questionne. Et là, enfin, les gens entrent déjà dans une... On ne prend pas comme argent comptant, on ne prend pas comme Oui. on se pose des questions maintenant. Oui, tu as raison, mais à partir du moment où quelque part ces outils peuvent amener, je ne sais pas, mais peuvent amener une déqualification de l'être humain, en tout cas peuvent les déposséder d'une certaine expertise, bah, c'est-à-dire qu'après,
nous ne saurons plus nous-mêmes évaluer la qualité des réponses qu'on nous propose. Donc, bon, euh, Oui, mais ça amène comme. Alors, je vais aller dans le domaine de Delphine, mais ça amène de la conscience réflexive aussi. On se pose vraiment des questions sur ce qu'on lit. Est-ce juste? On va cherche une référence, on se questionne, on ne reste pas On va en peut-être se même essayer de disant, prouver il y a un que cerveau quand même qui ça va fonctionne. fonctionner. oui. Donc, Pierre Numéro, tu as raison, Serge, en termes de conscience réflexive, on peut se dire au bout d'un moment, est-ce que moi, dans mon être, sincèrement, ontologiquement, dans ma vraie vie, je pourrais être dans telle situation? Et si ça me paraît complètement absurde ou immonde, ou je me dis non, c'est n'importe quoi, c'est pas humain, c'est pas moi. Ouais. As-tu d'autres Oui, questions? je vais vous poser. Lève bien au doigt. Alors, j'entends un Vous bip posez- bip. Est-ce que c'est un appareil à l'un d'entre vous? Est-ce que j'ai une technologie Je qui ne sais pas. serait défaillante? Pas ta chaudière, non? Non, 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 non. La Aucune, chaudière Je ou sais pas. non, non, peut-être. c'est sérieusement, Mais c'est ça pas m'inquiète. très C'est important. pas un de vos téléphones. Ah, un message Il est- vocal sur Il est ton peut-être mal téléphone. raccroché ton Ah. téléphone. Mais là, D'accord. Oui, J'entends. mais c'est pas important. Excusez-moi. C'est pas important, la fille. Si, Hein. parce que Phil, c'est pas. c'est un agacement de bip bip, bip bip. On n'a plus de bip bip. C'est bizarre. Donc, je vais vous poser, mes amis, la troisième et dernière question de cette. Ah, ce doigt qui se lève. Comment apprendre, grâce à la modélisation que nous offre l'intelligence artificielle, à raisonner du général vers le particulier, du plus important vers le plus négligeable, du plus récent vers le plus ancien. Oui, en effet, d'ailleurs, ça revient à ce que je posais un peu avant et ma propre réponse, c'est que euh, ce qui est important, c'est pas que tel ou tel d'entre nous dit areux, c'est un bébé, c'est un débile. Non, on a été tous des bébés, seulement maintenant on évolue. J'ai beaucoup de gens qui me disent, mais je pourrais pas travailler sur une recherche en neurobiologie. C'est pas possible, les neurosciences, ça me dépasse. Mais non, si on prend un morceau de neurosciences qu'on appelle la science ouverte et qu'on l'enseigne et qu'on arrive à travailler dessus, ben, n'importe qui est passionné peut y arriver en étant bien guidé, bien évidemment. Un directeur de recherche un peu sérieux. Mais cela dit, oui, c'est même plus en au-delà ce que tu viens de poser comme question, parce que si pour nous libérer de tout ce qui peut être fausseté, nous réfléchissons non seulement à ce que je viens de dire, hein, qu'est-ce qui dans le temps se séquence et a eu lieu, a été vrai, mais n'est plus vrai. Mais en même temps, en effet, si je réfléchis, qu'est-ce qui est général par rapport au particulier? L'exemple du garçon qui écrivait ou la fille, je ne sais pas, des sottises, pas de mots autres, des imbécilités, sur Albert Einstein. Oui, c'est Weber. Bon, ben, on se dit à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est dans la subjectivité, qui finalement est dans le particulier, tout petit. Et si on s'entraîne, nous, humains tous, à penser plus le général, c'est l'autre exemple d'ailleurs que j'avais cité du platiste, garçon qui pense que la Terre est plate et qui a un argument qui lui paraît péremptoire, qui en soi, pour des gens qui réfléchissent un peu plus, c'est absurde. Mais donc on est justement sur une échelle qui nous amène à considérer finalement ce qui peut être vrai dans une optique personnelle, petite, quand on l'amène à une optique plus générale, il nous apparaît comme faux. Donc c'est intéressant aussi cette notion d'échelle, oui. Hamid, oui. Moi, je pense que l'éducation prime surtout. L'instruction, l'éducation prime surtout. Parce que quand la personne est armée et bien équipée intellectuellement, elle peut faire face Oui, c'est à tout ce qu'on peut imaginer comme dégâts venant donc des gens qui veulent manipuler, des intelligences qui posent tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout se base sur comment préparer donc, l'être humain, l'homme de demain, avec un grand H, pour faire face à tout ce qu'on vient de citer, de discuter, de débattre maintenant. Oui, ce qui me Mais semble. je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire.
Parce qu'on est dans une époque où les époques d'avant aussi allaient dans ce sens-là, mais on est dans une époque où on capture l'attention. On est dans une époque de notification. On est dans le bip bip de tout à l'heure. On est dans une époque où ça bip dans tous les sens. Donc, on va capturer le cerveau. Et c'est pas... Donc, on va lui envoyer de la dopamine. Allez, reprends ta dose de notification, reprends ta dose d'attention. Et donc, c'est aussi là où ce que tu viens de dire, Hamid, qui est très juste, où il faut éduquer. L'éducation doit, euh, doit, doit prendre ça à bras-le-corps aussi. Oui. Il ne faut pas que l'émotion passe avant la raison. On est d'accord. Ah oui, oui, oui. Parce que d'ailleurs, on joue sur ça, sur les réseaux sociaux. C'est sur ça qu'on joue, sur l'émotion, avant la raison. C'est ça. Oui, Et, mais l'émotion est aussi un moteur de mémorisation et aussi d'évolution et de questionnement. Donc, elle intervient au même plan que le niveau mental, le niveau intellectuel, le niveau corporel. Donc, la question, c'est plutôt finalement comment ne pas utiliser cette émotion pour dévoyer le réel comment dire, la clairvoyance sur le réel en marche. Euh, Nous sommes des êtres d'émotion aussi. Mais alors, mais c'est ça, mais Delphine, tout le d'abord. problème, c'est comment contrôler nos émotions. Alors, Par exemple, c'est un élément qu'il faut inclure dans la manière de préparer les enfants de demain à ce genre de situation. On est dans l'excitation de l'émotion. Ça va même encore C'est plus ça. loin. Danfil. oui, je vais répondre à ta question. C'est une question, mais moi, ce qui me paraît important, c'est de considérer que c'est pas tant l'opinion, enfin le fonctionnement des gens malveillants qui vont jouer sur nos émotions, nous émouvoir, et jusqu'à l'exaltation folle, et créer des gens qui vont être des extrémistes, prêts à tuer au nom de ceci ou au nom de cela dans un club ou un autre. Mais c'est plutôt de se dire, est-ce que nous, et là je reviens sur mon domaine de recherche, donc la neuroconnectique, est-ce que nous pouvons entraîner justement les plus jeunes, dès peut-être dès l'enfance, dès le collège, à avoir une possibilité de connecter en eux la prise de conscience de quelle émotion qui me porte, quelle est l'action qui porte cette émotion, quelle est la raison, la réflexion qui est transportée avec cette émotion et cette action. Et quand j'ai ces trois pôles qui s'éveillent à peu près en même temps, bah, soudain, je ne peux plus être complètement dissocié, être pris par une émotion. Il y aura quelqu'un de raisonnable et quelqu'un de terre à terre, de concret, de corporel qui vont se réveiller. Et les trois réveillés ensemble, il n'y a plus cette hypnose de masse à travers des manipulateurs, je disais amis, de nature émotionnelle. Parce que nous, individuellement, on ne va plus être des éponges à ce genre de manipulateurs émotionnels. Non, parce on va s'en rendre compte, on va se réveiller. Constantin, tu veux rebondir? Mais pas trop haut, hein. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire, Je laisse Hamid. oui, J'ai une idée en tête. Mais... Après, vous pouvez me la- Je prends la parole après. c'est-à-dire, il y a le côté de l'éducation Oui. dont tu parles, dont on a parlé, mais aussi il faut se rendre compte que les algorithmes qui utilisent les réseaux sociaux, ces algorithmes-là, et exactement, j'ai noté l'élément qui m'a intéressé, c'est qu'ils privilégient ces algorithmes. Ils sont construits tels qu'ils privilégient donc l'engagement, les relations fortes, le contenu viral, ainsi de suite. Donc, oui. même sur le plan donc, des intelligences artificielles, ils jouent sur ça, sur l'émotion dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, peut-être aussi, si au niveau mondial on veut réguler un peu ces choses-là, demander à ces organisations-là comme Chat, ainsi de suite,
de ne pas privilégier ce genre de Bien sûr, choses. bien sûr. Orienter les algorithmes vers des... Voilà. Bon, je Oui, pense qu'on mais il est probable que c'est justement parce qu'il y a l'aspect pécunier qui est derrière. c'est ça, bah oui. Il y a l'argent. On ne pourra pas Voilà, empêcher ça ou les ne réseaux dire que c'est sociaux, impossible. comment dire, la place de marché, la publicité, le placement de produits, tout ça va peut-être être décuplé justement par les IA génératives. On n'a pas parlé de la vidéo ou du son. Bien entendu, on peut générer justement du contenu qui peut devenir viral et du contenu à partir de contenus vrais, des contenus faux. Et parce que de toute façon, on s'en fout sur les réseaux sociaux. Du moment qu'on a du clic, Oui. on génère. Et ensuite, il y a une autre chose aussi, je me rappelle plus de la référence, mais c'est quelque chose qui était lié justement aux vidéos qui étaient diffusées sur TikTok et sur les réseaux sociaux. C'était des vidéos où il y avait des changements de plan très très rapides et qui finalement avaient la facilité à justement endormir quelque part, ou en tout cas à énerver le cerveau de la personne qui regardait, tellement que ça finissait par le fatiguer et à diminuer en tout cas sa capacité d'attention et donc sa conscience. Donc finalement, Je vais recentrer, on va aller vers du positif à partir de la troisième question. Donc, et on en avait déjà parlé dans un précédent débat, comment apprendre grâce à la modélisation que nous offre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la structuration de l'intelligence artificielle, comment elle réfléchit, entre guillemets bien sûr, comment elle structure ses idées, qui vont peut-être, voir ça avec le spécialiste, qui vont peut-être, je dirais, obliger, qui vont peut-être orienter, c'est un meilleur verbe, les utilisateurs vers une structuration de pensée qui va être peut-être optimisée. On avait déjà un peu parlé et qui va peut-être réveiller l'ensemble, parce qu'un raisonnement sera de plus en plus présent. Juste avant de répondre sur la modélisation, je voudrais revenir sur la question d'avant, parce Ok. que nos trois amis, là, sont sur l'idée il faudrait un organisme international qui contrôle et tout ça. Et je serais On plutôt... a dit ça, hein. On a dit que ça serait intéressant qu'il y ait une régulation qui Oui, prenne en une compte gouvernance. oui, une certaine éthique pour le bien du groupe et du oui, vivre ensemble. oui, mais ce que vient de dire Constantin, et j'étais complètement dans la même idée, malheureusement, en effet, personne, aucun organisme international au jour d'aujourd'hui n'irait risquer si je suis président de la République des États-Unis ou de je ne sais quel pays ou de l'Union européenne, la présidente de l'Union européenne ne va pas dire je vais réguler tout ça. Au contraire, sinon il y a toutes les entreprises qui vont dire bah, on va s'installer sur les îles Caïmans ou je ne sais où. Donc, pour être sûr d'avoir toujours des gens qui soient là, et pour les entrepreneurs de plus et plus évidemment, l'idée c'est absolument d'avoir ces gens qui vont piquer au maximum, c'est-à-dire rapporter de l'argent via les publicités, via les gens qui investissent sur tel ou tel modèle de système d'informatique. Et donc on est complètement prisonnier, c'est un système à double contrainte, on ne peut pas en sortir. Et ce que je disais, l'aspect financier, bien évidemment que si on émeut les gens, oh, c'est terrible, ah bah, à ce moment-là, ils cliquent. Et là, ça continue à fonctionner. Donc, on ne peut pas se dire, on va réguler ça ne fera jamais lieu. Il n'y aura pas de régulation parce que les gens sont imbriqués les uns dans les autres. C'est comme le petit maire d'une ville qui dit ah, j'ai envie d'ouvrir démocratiquement la possibilité d'avoir, je sais pas, une nouvelle école avec. Bah non, parce que les gens qui ont financé pour l'ancienne école vont dire attention, si tu ne replaces pas telle société ici, qui nous finançait, je sais pas, je veux dire, la cantine de l'école, ben, on n'a plus d'argent arrivant généreusement pour la cantine de l'école. Donc, tout est complètement imbriqué. À mon avis, la seule source, elle est vraiment, ce que je disais, de l'éducation. Oui, c'est l'éducation. C'est nous qui devons enseigner à nos jeunes, prenez conscience de vous, développez-vous vous-même. Alors là, j'ose la transition avec ce que tu disais, parce que ta question est extrêmement d'actualité.
En effet, on trouve des gens quasiment incultes qui soudainement ont des phrases complètement parfaites, complètement cohérentes. On se dit, ah bon, et d'où vient cette phrase? Ben, elle vient justement de l'intelligence artificielle. Donc finalement, elle est la grande méchante, mais elle est en même temps la grande gentille pour enseigner des modes de raisonnement, des capacités pour des gens qui n'en avaient pas à raisonner, des capacités pour des gens qui n'avaient pas de vocabulaire à acquérir du vocabulaire. Oui, alors c'est là où il y a un peu des bémols à prendre en compte par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est un peu comme une prothèse. C'est-à-dire à partir du moment où effectivement on devient tous avec des prothèses et que tout le monde utilise des prothèses, bah, ça fait un monde de prothèses. Ce qui est intéressant, c'est surtout de ne pas rentrer en dépendance avec cette prothèse. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que avoir une IA qui m'apprend à parler chinois progressivement, mais à un moment donné, il faut que je puisse lâcher cette prothèse. Bien sûr. Et donc, toute la question, à mon avis, elle est là. Elle est jusqu'à quel point on laisse cet outil, quelque part, nous mettre en dépendance d'une certaine structure. Mais est-ce que Et cet donc, outil, c'est ça, est-ce que c'est cet ça. outil il va amener donc les utilisateurs vers une curiosité. Et donc à partir du moment où il y aura curiosité, il va y avoir envie d'aller s'instruire, envie d'aller récupérer de la référence, envie de... Ta question est très forte parce que justement, la curiosité, elle naît du paradoxe. Je sais pas, je vois par exemple une image, je pense à des paradoxes visuels. Tu as une image où tu vois un homme qui est là, debout, et puis tu vois une grande fille énorme, une petite fille, mais elle est immense par rapport à l'homme. C'est pas possible, c'est une géante, c'est une petite fille, on voit bien que c'est une petite fille, un enfant. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est la construction de la pièce qui va avoir une réduction. Donc quand tu vois, tu as l'impression que tu comprends ce que je veux dire. Et c'est là qu'on comprend bien que finalement, on est dans un système qui va construire une apparence, mais qui n'est pas forcément vraie. Et donc, bon voilà, ça peut être très intéressant. Mais il y a le côté positif, c'est vrai. Bien sûr. Personnellement, dernièrement, j'ai discuté avec ma fille sur la lumière, les photons, Ah oui, l'expérience là de, comment on appelle, De quand on voit un faisceau de Ouais. lumière, Diffraction. ça passe par un trou, puis les fentes vous de avez Young. derrière deux trous, ça passe par les La deux. c'est les Il y a- fentes de Jung, ça. de fentes Jung, de voilà, Jung. puis il y a un écran De- derrière, de Jung, vous de allez voir diffraction. des... Ouais, ouais. Alors, diffraction, c'est un peu différent, mais les fentes de Jung, oui. Oui, les Oui, fentes de Young, mais ça crée des interférences. des Oui, interférences. oui, Voilà. où tu as le paquet qui Voilà. devient, enfin, le corpuscule qui devient une onde. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire comment c'est ça, oui, oui. expliquer que la lumière, c'est à la fois une onde Ah oui, et une particule. une Voilà. expérience de Broglie, oui, oui, absolument. Franchement, Oui. je- j'ai lu des trucs de ce genre par le passé de manière un peu éparse. Mais quand ma fille m'a posé cette question, j'ai été voir ChatGPT. Ah, Je ne vous le cache pas, j'ai posé des questions très très fines. À chaque fois que je lui ai posé une question, ça répond, puis je pose une autre question derrière. Et surtout l'expérience là, quand on envoie le photon, c'est la particule la plus élémentaire de la lumière. oui, oui, oui. Et quand on répète l'expérience, on répète l'expérience une fois, Ouais. et on finit par avoir cette interférence-là comme l'expérience de la lumière elle-même quand on envoie Les statistiques. c'est statistique et tout. Et franchement, ça m'a aidé à comprendre de manière donc précise le phénomène. D'un côté, Oui, mais c'est une onde, pourquoi c'est une particule. Donc, Oui, mais alors comment ça peut être la éloquent. question, les interférences dans les deux cas, comment se... oui, mais au départ, tu as une certaine culture, et puis c'est une question qui t'a déjà animé par le passé, et donc tu sais comment, quelque part, poser des questions. Oui, Et donc, oui, voilà, oui, donc oui. c'est Mais chacun, différent de quelqu'un qui, par exemple, serait naïf sur le sujet, et puis on lui livre
je sais pas, une page de réponse en lui disant: «Bah, c'est comme ça». Eh oui. Il y a pas eu d'effort, de la personne pour quelque part, comprendre et admettre une vérité qui est quelque part, insécable. C'est-à-dire qui est Oui, unique. oui. C'est-à-dire c'est en toi, il y a eu un processus de questionnement qui s'est étalé dans le temps avec plusieurs questions, plusieurs sous-questions. Et à mon avis, le risque de ces outils, c'est ça, c'est-à-dire, de proposer des réponses toutes faites, qu'elles soient courtes ou longues et de la part de celui qui lit, finalement, il y a pas de remise en question, il y a pas de dialogue. C'est ça, ça pourrait être ça le risque. Alors peut-être que j'imagine qu'elles vont évoluer. Moi, je sais qu'à l'université, on en a testé une. On a testé une IA qui, fabrique J'ai des une dialogues. expérience. Donc on lui pose une question scientifique, Mmh. elle fabrique, 2 personnages et ces 2 personnages dialoguent en répondant à la question. C'est déjà une façon de quelque part, enseigner qui est un peu plus Alors, vivante. d'un fil. Oui, alors justement, j'évoquais un petit peu avant les paradoxes qui suscitent la curiosité, qui créent la curiosité. Et par rapport à ce que tu viens de dire, Stéphane, il est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui va amener un individu confronté à un paradoxe. J'ai une IA qui me donne une réponse comme ci, une autre IA qui me donne une réponse comme ça. Si je suis relativement intelligent, je me dis, ah, pourquoi, comment? Et là, la curiosité se développe. Ça mise. Mais si je suis pas trop intelligent, je me dis, oh là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je referme les deux, c'est fini. Donc là, on a vraiment un questionnement à se demander, et là, j'ai pas de réponse, sincèrement. Comment, quel est le petit rien qui va amener peut-être plus tard la curiosité chez quelqu'un? Parce que c'est peut-être parce qu'on a créé des paradoxes simples que l'individu ensuite va pouvoir comprendre les paradoxes plus complexes. Pardon. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce questionnement-là, qu'est-ce qui amène l'utilisateur à les questionner sur un paradoxe? C'est la curiosité. Oui, mais le problème, c'est que ce que je disais, c'est comment on arrive à la curiosité. C'est l'intérêt vers ce paradoxe-là. Ah oui, mais c'est peut-être, ça vient peut-être d'ailleurs, de plus profond, d'une rencontre peut-être avec un autre humain, d'une lecture, Alors, dans ce et cas-là, on tu va reviendrais. interroger l'intelligence artificielle sur ce sujet-là. J'entends ce que tu dis, mais à ce moment-là, je serais plutôt, par rapport à ce que disait tout à la fin Stéphane il y a quelques instants, ce que Edgar Morin notamment appelait la dialogique. Et en fait, derrière, c'est le dialogue à la façon de Platon. C'est-à-dire que Platon, il nous explique, il y a Socrate qui est là, et on est plusieurs de ses disciples. Il y a moi, Platon, mais il y a aussi Xénophon, il y a Glauconte, etc. Et on est tous ensemble, et un tel dit ceci, mais l'autre dit cela, mais dans tel cas, non, c'est pas vrai, il y a un troisième, etc. Et c'est parce qu'il y a ça que notre cerveau, de façon externe, on n'est pas dedans, mais on lit tous ces personnages en discussion, en dialogue. Alors, dia, ça veut dire deux, mais ça veut dire aussi à travers. Donc, c'est à travers les interactions des uns des autres que se forge notre intelligence de curiosité. Et là, ça répond peut-être, ça résout les questions Oui. que je posais avant, Oui, et que tu avais parlé. notre intelligence de comprendre que le réel n'est pas forcément, une vérité unique, mais qu'on peut avoir plusieurs points de vue sur une idée, une pensée, un objet, et donc c'est ça qui forme la richesse du monde dans lequel on est et qui fait qu'on est heureux d'être ensemble et Et je de vais, dialoguer. et Constantin, là, Juste, je rebondis sur ce qu'ont dit Phil et Stéphane. Et quelque part, en effet, il y a une vérité, en tout cas, et potentiellement, c'est à nous de choisir la vérité qui nous plaît le plus. Maintenant, Ouais. quand tu auras 95 ans, peut-être que tu. Exactement. Je rebondis sur mon expérimentation, parce que finalement, on parlait aussi justement du fait de pouvoir composer avec l'intelligence artificielle, puisque je reprends aussi les mots de Hamid, quelque part, ça peut être un très bel outil. Et ça l'a été pour moi dernièrement d'un point de vue technique, Ah, parce que je pense que un architecte a besoin d'avoir des bons outils, il a besoin d'avoir des bonnes idées, et pour en arriver sur quelque chose de positif, finalement, quelqu'un de conscient est en recherche d'une solution va forcément expérimenter la solution. Dans les domaines techniques, l'expérimentation,
c'est le résultat. C'est le résultat d'une expérimentation, d'un test et de la capacité, en tout cas, de la machine à répondre à un besoin qu'on est capable de vérifier. Voilà. Et je pense que dans les sciences, c'est la même chose, c'est que si quelqu'un cherche un article, une thèse, et que finalement, en fait, elle est contradictoire par rapport à sa propre expertise, il va peut-être la déclasser directement. Mais concernant en tout cas mon expérience, c'est que j'ai réussi à réaliser en tout cas un outil en posant la question à l'IA sur un sujet que je ne connaissais pas. Je lui ai demandé, je lui ai précisé, en tout cas un cahier des charges qui était très précis. Je lui ai demandé en tout cas de me faire des propositions. Grâce à ces propositions, j'ai réussi à gagner par 20 à 30 fois le temps de travail. Ah oui, oui. Et c'est pas un temps de travail rébarbatif où je prends chacune des lignes d'un fichier Excel et je les vérifie. C'est potentiellement de me faire des propositions de solutions que moi-même je peux expérimenter et sur lesquelles je peux rétroagir avec l'IA. Parce que forcément, je teste quelque chose, j'en arrive à pouvoir construire une autre partie de ma solution, et dans ce cas, on devient co-architecte d'une solution. On en parlait Même si l'IA elle-même n'a pas toute la suite logique de mes idées, parce que forcément, elle réside dans mon propre cerveau. Oui. Et finalement, j'ai gagné beaucoup de temps et finalement, j'ai gagné la compétence d'un expert peut-être dans une technologie que je ne connaissais pas en quelques instants. Et forcément, comme j'ai l'intelligence d'être curieux dans cette situation, on en revient à l'éducation, c'est que je n'ai pas juste copié la chose bêtement et injecté dans un système sans, disons, sans supervision. C'est le mot qu'on utilise. Et sans mon expertise d'autre part, qui est celle aussi de vérifier ce que j'utilise, ou ce que je lis, ou ce que j'envisage. Et en effet, en revenant aux réseaux sociaux, celui qui va utiliser l'IA pour produire du déchet, il le fera consciemment. Qui veut conclure ou Oui, moi, rajouter ce que tu me dis m'amène à penser à quelque chose qui est important, c'est que finalement, par rapport à l'éducation, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est euh, d'avoir des personnes qui sont capables d'apprendre à apprendre. Et en fait, l'IA est un formidable outil pour aider finalement ce processus-là, dans le sens où finalement, toi, en quelques instants, avec cette aide-là, tu apprends à apprendre un nouveau domaine. Oui. Alors que finalement, tout seul et sans outils, tu aurais passé beaucoup de temps Même pas, peut-être, oui. Peut-être que je à l'aurais jamais passer fait. dans ce domaine. Ah, Voilà. leader. Je ne serais jamais arrivé. J'ajoute un mot. Apprendre et faire apprendre. Oui. Ah oui, transmettre, oui. Transmettre, oui. Ouais, parce que c'est un outil très puissant pour vous aider à faire apprendre aux autres. Parce que vous-même, vous allez chercher la meilleure façon de transmettre à l'autre. Et c'est important aussi. Non, c'est vrai ce que India a mis à un certain niveau, même très très fort, par rapport à Constantin, c'est-à-dire la notion de j'ai appris grâce à l'IA, mais en fait finalement tu es modélisé pour répondre à la question de Serge, la troisième sous-question. L'IA t'a modélisé, c'est-à-dire a permis à ton cerveau d'accéder à un modèle autre que ton modèle initial, et donc à te développer, et donc à apprendre, parce que peu à peu tu en prends conscience, tu dis, ah bah tiens, oui, il m'a appris ça, et donc je peux développer ça que tu as dit, d'ailleurs, des voies à côté. Sans rentrer dans le détail de ce que j'ai réalisé, mais en effet, j'ai réalisé quelque chose que je souhaitais réaliser depuis peut-être déjà 2 ans, et je l'ai réalisé en moins d'une semaine. C'est vrai, donc pour conclure par rapport à la modélisation dont tu parlais, nous sommes dans un autre paradigme, c'est un autre mode Oui, c'est un... d'appréhender, et on appréhende autrement que par le passé. Ah oui. Comment apprendre, comment ainsi de suite. D'appréhender, Transmettre, moi je dirais d'appréhender l'intelligence humaine
autrement et d'appréhender l'intelligence artificielle aussi d'une autre Oui, façon. oui, c'est exactement. C'est une ouverture. C'est un nouveau paradigme, Voilà. carrément. Bravo. Il faudrait réfléchir autrement. Bravo. Qui veut ajouter ou avant qu'on conclue J'aurais C'est rien à dire pour conclure. Non, Donc, je remercie nos audiovisionneurs de nous avoir regardés et écoutés. Ah. Et puis, je vous invite à cliquer sur le petit pouce si la vidéo vous a plu, vous a enrichi, vous a nourri. Et puis, pour les prochains débats, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.